Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le réacteur d'un Airbus appartenant à une compagnie low cost a pris feu juste avant le décollage aujourd'hui à Orly. 8 passagers ont été légèrement blessés lors de l'évacuation. On prend les mêmes et on recommence. Nous verrons que les bonus dans les banques mises à l'index pendant la crise font leur retour. La BNP a provisionné 1 milliard d'euros pour récompenser ses traders à la fin de l'année. Aux États-Unis, le mouvement est identique et là-bas, on commence même à parler de reprise. Alors, le regain de santé de la bourse annonce-t-il le retour des beaux jours pour l'économie? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Nous nous rendrons aussi en Nouvelle-Calédonie où la violence est montée d'un cran. Les gendarmes ont même essuyé des tirs. L'un d'entre eux a été blessé à la jambe. Depuis une semaine, un syndicat indépendantiste multiplie les actions et les blocages. Enfin, nous vous raconterons une belle et étonnante histoire, celle d'une mère qui a accouché sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. Le couple revenait de vacances, semble-t-il pressé de découvrir le monde. Maëva n'a pas attendu l'arrivée des pompiers pour naître, elle se porte comme un charme. Mais d'abord, on commence par cette grosse frayeur à Orly. Les passagers de la compagnie espagnole low cost Vueling, à destination d'Alicante, venaient à peine de s'installer à bord de l'appareil lorsqu'une hôtesse de l'air, prise de panique, leur a demandé d'évacuer l'avion en urgence. 8 personnes ont été légèrement blessées dans la bousculade. Du kérosène a, semble-t-il, pris feu au moment de l'allumage des réacteurs. Hakim Abdelkalek, Christophe Kink. Autour du réacteur, les techniciens s'affairent. Ils cherchent à comprendre comment, juste avant le décollage, le feu a pu se déclencher. Les 163 passagers ont mis quelques minutes à évacuer, quelques minutes de panique générale. Les gens ils poussaient tout le monde, moi je suis descendue sur les toboggans, on m'a mis des coups de pied, les hôtesses elles m'ont poussé, on m'a dit allez hop, on m'a mis des coups de pied dans le dos, enfin c'était assez brusque quand même. Ils criaient au secours, il y en a qui grimpaient par les sièges, il y avait une vieille dame, ce qui m'a marqué, c'est que Stewart a pris la vieille dame et l'a jetée du toboggan, c'était vraiment invraisemblable. Au niveau du personnel, ils nous faisaient plus peur qu'autre chose. Elles étaient là, benga, 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 et elles criaient, elles étaient traumatisées. Elles voulaient nous faire sortir très très vite. Il y avait personne pour les réceptionner en bas. 8 personnes seront légèrement blessées pendant la procédure d'évacuation. Selon la compagnie, c'est une fuite de kérosène qui est à l'origine de l'incendie. Au moment de l'allumage du moteur, le carburant s'est embrasé. L'avion AN320 appartient à Vueling, une compagnie à bas coût, filiale de l'espagnol Iberia. Des avions tout à fait neufs et qui sont très bien entretenus. Donc, ce n'est pas un problème particulier. En théorie, si le kérosène ne s'était pas enflammé dehors, l'avion il aurait démarré son moteur normalement et il aurait pris son envol sans aucune autre difficulté. Dans l'après-midi, les passagers ont pris un autre avion de la même compagnie, destination Alicante. Seuls 7 passagers ont refusé d'embarquer. Alors pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé exactement, on va retrouver en direct du Bourget Gérard Felzer, spécialiste de l'aéronautique. Bonsoir Monsieur Felzer. Comment un réacteur peut-il s'enflammer ainsi alors qu'il vient à peine d'être allumé? Alors je me permets de corriger légèrement, c'est pas avant le décollage, il était en train de reculer me semble-t-il, et c'était un feu à la mise en route. Or ça arrive, ce sont des procédures archi connues, on les répète en simulateur. Il peut y avoir, derrière moi vous avez un réacteur, si vous venez au musée d'Air au Bourget, vous verrez, il y a un carénage et il peut y avoir une fuite de carburant ou un reste de carburant en fond qui peut prendre feu. C'est pas l'intérieur du réacteur mais l'extérieur du réacteur qui prend feu et il y a des procédures. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sol on a des gens avec des extincteurs ou alors les pompiers qui sont très vite à proximité pour intervenir. Donc c'est une procédure dont on n'aurait jamais entendu parler, cet incident on n'aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu cette focalisation sur les accidents antérieurs. Vous voulez dire que c'est quelque chose de fréquent ? Alors c'est pas fréquent mais c'est connu et en tous les cas c'est maîtrisé. Alors maintenant il faut savoir que quand un avion recule, il n'a plus les passerelles, donc on ne peut plus évacuer par les passerelles. Le seul moyen de descendre d'un avion, ce sont les toboggans. Et là, c'est quand même pas évident. D'abord, il est certifié l'avion pour pouvoir sortir tous les passagers en moins de 90 secondes d'un seul côté, sinon on les envoie sur le feu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Apparemment, ça s'est bien passé, mais on prend à chaque fois des leçons. Apparemment, il y avait une majorité de Français, les annonces étaient faites en anglais et en espagnol. Donc ce sont des choses, des petites améliorations à apporter, mais c'est un incident qui arrive relativement, non pas fréquemment, mais relativement tout le long de l'année. Merci Monsieur Felzer, et puis on a bien compris que si ça vous arrive un jour, il faudra rester calme pour descendre le toboggan, puisque c'est là où il y a les blessés. Voilà. Merci Monsieur Felzer. Autre accident dramatique celui-ci, un enfant de 9 ans est mort hier soir après avoir été heurté par un scooter des mers. Le drame s'est produit sur une base nautique près de Senlis dans l'Oise, dans une zone exclusivement réservée aux jet ski et interdite à la baignade. Franck Genozo, David Fossard. Perdu, incrédule.
24 heures après le drame, le propriétaire de la base nautique ne comprend pas comment Yanis, un garçonnet de 9 ans, a pu mourir sur son plan d'eau, percuté par un scooter des mers. En milieu d'après-midi, les gendarmes sont venus lui demander un certain nombre d'explications. Hier, un pilote vient de quitter le circuit balisé par ses bouées de couleur afin de regagner la rive. Sur son chemin, il n'aperçoit pas le petit garçon qui s'est aventuré dans l'eau. Le choc est brutal. Les ambulances sont arrivées très vite et se sont alignées sur la petite plage. Ils ont commencé à lui pratiquer un massage cardiaque. Ça a duré environ 10 minutes. Pris en charge par les pompiers, l'enfant décède avant son transfert à l'hôpital. À l'entrée de l'étang, la signalisation est pourtant claire, baignade interdite. Pourtant, les pêcheurs de l'étang tout proche affirment que le site a mauvaise réputation. On vient ici 4 fois par an et à chaque fois, il y a des accidents. À chaque fois. Cet après-midi, la justice a annoncé le placement en garde à vue du pilote qui conduisait un engin emprunté. Il est soupçonné d'homicide involontaire avec manquement délibéré à une obligation de sécurité. Les enquêteurs ont plusieurs pistes. Par exemple, une personne qui conduit sans permis ce genre d'engin. Voilà. Il avait son permis, oui. C'est une hypothèse qui fait partie des choses évoquées. Si cette hypothèse est avérée, le pilote risque jusqu'à 5 ans de prison. Le site, lui, a été placé sous scellé. Il est fermé au public pour les besoins de l'enquête. Le chiffre du jour qui fait débat, 1 milliard d'euros, c'est la somme provisionnée par la BNP pour récompenser à la fin de l'année ses traders, autrement dit ceux qui spéculent sur les marchés. L'annonce a provoqué une vague d'indignation, d'autant que la banque a directement bénéficié de 5 milliards d'euros d'aide de l'État au plus fort de la crise. Romain Messi, Alain Locasio. Pour certains, la crise est un souvenir dans le rétroviseur. Au deuxième trimestre, BNP Paribas a enregistré un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. Dans le même temps, la banque française annonce 1 milliard d'euros de provisions au titre des bonus de ses traders pour 2009. Une nouvelle qui ne fait pas recette auprès de ses clients. Ça me paraît bizarre. Enfin, je ne sais pas combien ils sont, mais 1 milliard, ça me paraît beaucoup quand même. Les banques font des erreurs, on est obligé de les aider. Et puis, quand ils ont l'argent, eh bien, ils le gardent pour eux, quoi. Car la BNP a reçu 5 milliards d'euros d'aide de l'État pendant la crise. Pour étouffer la polémique naissante, le directeur général de BNP, Baudouin Pro, assure que sa banque respecte toutes les règles établies par le G20 sur l'encadrement des bonus. Mais pour les syndicats, 1 milliard offert aux traders, c'est un retour en arrière. Indignés, je pense, comme la plupart de nos concitoyens. Et on voit bien que, quels qu'aient été les discours du président de la République, les mêmes mécanismes qui ont conduit à la crise sont toujours à l'œuvre. Des règles que le monde de la finance n'est pas pressé d'abandonner. Les bonus des traders qui avaient cours avant la crise sont toujours là aujourd'hui à partir du moment où la situation des marchés financiers s'améliore. Pour que les choses changent véritablement et notamment pour que les recommandations du G20 soient opérationnelles dans les banques, il faudra encore attendre un petit peu. De son côté, la Société Générale reste silencieuse sur les provisions de bonus pour ses traders. Il y en aura en fin d'année, mais la banque préfère pour l'heure éviter les polémiques. Et ce soir, Martine Aubry dénonce, je cite, la faute économique, politique et morale du gouvernement. Selon elle, l'État aurait dû entrer au capital des banques lorsqu'il les a aidées financièrement, ce qui lui aurait permis de contrôler la pratique des bonus. Alors le problème du bonus, on l'a vu dans la crise, c'est qu'il pousse les traders et les dirigeants à prendre des risques pour augmenter les gains. Eh bien, il semblerait que les mauvaises habitudes aient rapidement repris et en la matière, les États-Unis ont été les premiers à donner le ton. Là-bas, les bonus prévus pour 2009 se chiffrent en dizaines de milliers de dollars, des milliards de dollars, pardon, et ceux qui en profiteront, eh bien, ce sont ceux-là même qui ont participé largement à l'effondrement du système bancaire. Enquête sur place, Loïc Delamornay, Bruno Giraudon. Il possède déjà un château en Europe, de multiples propriétés et œuvres d'art. Il s'appelle Andrew Hall, c'est l'un des financiers stars de la banque Citigroup, une banque sauvée de la crise par l'État américain. Pourtant, Andrew Hall vient de se voir attribuer 100 millions de dollars de bonus. La presse américaine a calculé que c'est plus que les salaires réunis des 4 plus grandes stars du baseball américain. Un rapport de la justice vient de révéler que les 9 plus grandes banques américaines ont distribué malgré la crise 32 milliards de dollars, soit 23 milliards d'euros de bonus à leurs traders les plus performants. C'est à peu près l'équivalent du budget de la défense nationale française. Barack Obama en est resté bouche bée. Je n'ai pas l'impression que ces types de Wall Street éprouvent le moindre remords. Je ne sens pas qu'ils aient eu le moindre changement de culture ou de comportement, malgré ce qui s'est passé. Comment est-ce possible ?
Durant la crise, plusieurs banques avaient fait faillite et disparu. Avec moins de concurrentes, les survivantes se sont partagé le gâteau. Résultat, elles ont d'ores et déjà réalisé une excellente année 2009. Ces banques avaient bénéficié de millions de dollars d'aides que l'État leur avait prêtées l'automne dernier. Sitôt refait une santé, la plupart de ces banques se sont empressées de rembourser l'État et donc peuvent aujourd'hui faire ce qu'elles veulent de leur argent, bonus compris. Ce n'est peut-être pas très moral, mais c'est légal. Entre les gratte-ciel de la finance new-yorkaise et les allées vertes de Washington, la guerre est déclarée. Certainement une guerre sournoise et feutrée. Les banques n'ont pas intérêt à ce qu'on en sache trop. L'administration, elle, fait son boulot. Mais il ne faut pas se tromper. Nous sommes dans une situation dans laquelle le conflit est extraordinairement puissant. Tous les lobbyistes sont utilisés, tous les moyens sont utilisés pour essayer d'empêcher Obama d'arriver à ses fins. Le président a chargé cet homme, Kenneth Feinberg, de superviser les bonus des banques encore sous aide de l'État. Celui que la presse surnomme le tsar fédéral réussira peut-être à bloquer, entre autres, le faramineux bonus d'Andrew Hall le 13 août prochain. Ce sera un test décisif. Barack Obama est aidé par des médias et une opinion déchaînée. Même CNN prend des accents révolutionnaires. La chaîne a fait sensation cette année en diffusant sa série « Les 10 coupables les plus recherchés de la crise ». Vous devez connaître leur nom, vous devez connaître leur visage, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vous ont coûté. Pendant ce temps-là, avec le plus grand cynisme, le président de la banque d'affaires Goldman Sachs a donné une consigne à ses traders, dépenser leurs bonus avec discrétion. Le Parlement américain est en train de voter une loi qui donnera un peu plus de pouvoir aux actionnaires pour contrôler les bonus des Golden Boys. Mais tous les observateurs estiment que la bataille est très loin d'être gagnée. New York est la capitale de la finance et Washington n'est qu'une capitale tout court. Alors qui dit bonus dit aussi bon résultat en bourse, et il est vrai que depuis quelques semaines, les investisseurs semblent être de retour aux États-Unis. On commence même à parler de début de reprise. Agnès Molinier, bonsoir. Vous êtes responsable du service économique de France 2. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? C'est un peu tôt pour vous répondre, Olivier, mais effectivement, eux le sont, ce ne sont pas des philanthropes. Si les investisseurs reviennent en bourse, c'est parce qu'ils font un nouveau pari, cette fois-ci sur la reprise. Toutes les places sont à la hausse, on le voit ici, c'était à New York hier soir. À Paris, ça dure même depuis plusieurs mois. Regardez cette courbe. En mars dernier, le 9 exactement, le CAC 40 était à son plus bas, 2520 points. 3477 hier soir, à peu près la même chose ce soir. C'est un bond de 37%. Mais cette remontée n'est pas due qu'à la spéculation. Il y a eu un bon signal. Il est venu des États-Unis la semaine dernière. C'est Barack Obama qui l'a annoncé. La récession est moins forte aux États-Unis, moins 1% contre moins 6,4% le dernier trimestre. Alors c'est encore négatif, certes, mais la différence est énorme. Un bon signal aux États-Unis, vous le disiez. Est-ce qu'il y a aussi des bons signaux en France ? Il y en a aussi en France. Les ventes notamment qui progressent dans l'automobile d'abord, grâce à la prime à la casse, plus 3,1% en juillet. Dans l'immobilier également, grâce à des allègements fiscaux. L'INSEE table sur une stabilisation de l'économie à la fin de l'année. C'est un début. On parlait tout à l'heure de la bourse qui retrouve le sourire. Ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est l'économie réelle, comme on dit, le marché du travail. Et là, les deux ne sont pas toujours liés. Absolument. Il y a un décalage entre les chiffres et cette économie réelle. Les usines continuent de fermer. Christine Lagarde elle-même estime à peu près à une année le temps qu'il faudra pour voir les conséquences de la reprise sur les chiffres de l'emploi. Elle tablait sur 300 000 chômeurs supplémentaires en 2009. Eh bien, Olivier, ce chiffre est déjà atteint, mais en 6 mois. Merci Agnès Molinier pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, on va partir maintenant en Nouvelle-Calédonie. Depuis une semaine, cet archipel français du Pacifique connaît un regain de tension. Un syndicat indépendantiste multiplie les appels à la grève et au blocage. Et hier, la violence est montée d'un cran. Lors de heurts près de Nouméa, un gendarme a même été blessé par balle. Envoyés spéciaux, Jenny Briffa, Guillaume Lemoine. Ça tire à la carabine. Oh, ça tire à la carabine là. Les gendarmes visés par des tirs à balles réelles. L'un d'eux est touché à la jambe. Face aux forces de l'ordre, une centaine de sympathisants du syndicat indépendantiste USTKE. Leurs tirs sporadiques ont aussi touché les véhicules de la gendarmerie. Mais le plus souvent, c'est jets de pierre contre gaz lacrymogène. Une scène de guérilla à une trentaine de kilomètres seulement de Nouméa. Je crois que lorsque l'on tire sur des gendarmes, que lorsque l'on tire sur des gens, qu'ils soient gendarmes ou pas, c'est du banditisme et c'est une tentative d'assassinat.
Les forces de l'ordre se sont retirées dans l'après-midi pour calmer les tensions. Pendant ce temps, à Nouméa, quelques supermarchés et surtout le port sont bloqués. Autant de barrages pour protester contre le licenciement pour faute d'une employée de la compagnie locale Air Calédonie. Depuis plusieurs semaines, le syndicat veut obtenir la signature d'un protocole d'accord. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Mais vous voyez, dans tout combat syndical, le rapport de force se fait sur le terrain. On est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la signature du protocole de fin de conflit de Arkan. Sur le port, plus d'1 millier de conteneurs sont bloqués. Alors dans les commerces, c'est la pénurie. Déjà demain, on n'a plus de farine, donc après on verra quoi. Dans cette boulangerie, depuis quelques jours, on rationne les clients 3 baguettes maximum. Ah ben hier, je suis allée, il n'y avait même plus de farine, il n'y avait pas de pain non plus. Je suis arrivée, il n'y avait rien. Les yaourts, il n'y a presque plus rien. Face à l'enlisement de la situation, ce soir, le gouvernement local a annoncé qu'il allait jouer les médiateurs. Les autorités espèrent trouver rapidement une issue à ce conflit pour que le calme revienne en Nouvelle-Calédonie. Une petite photo avec un dictateur en échange de 2 journalistes américaines emprisonnées. C'est en gros le pacte que Bill Clinton a accepté de signer avec le leader nord-coréen Kim Jong-il. La mission surprise de l'ancien président américain a bien fait débat chez les diplomates. Mais ce soir, l'émotion semble avoir balayé toutes les questions. Comme souvent dans les films américains, c'est le happy end qui compte. Richard Binet. À leur descente d'avion, Laura Ling et Eunali se sont jetés dans les bras de leur famille, émus et soulagés, après 5 mois de détention en Corée du Nord. Puis, c'est au tour de Bill Clinton, l'autre héros du jour. L'ancien président s'est rendu lui-même à Pyongyang pour récupérer les 2 journalistes. À tout moment, nous redoutions d'être envoyés en camp de travail. On nous a emmenés quelque part. Nous avons franchi la porte et face à nous, il y avait le président Bill Clinton. Bill Clinton avait quitté l'aéroport de Pyongyang dans la matinée devant les plus hauts dignitaires du régime, visiblement ravis de sa visite. L'ancien président ne sera resté que 18 heures sur le sol coréen. Le temps d'une rencontre avec le numéro 1 Kim Jong-il, le temps aussi de cette photo qui fera le tour du monde. S'agit-il pour autant d'un début de dialogue direct avec le régime nord-coréen? Pas à proprement parler. Mais Bill Clinton n'a pu agir sans l'aval de la Maison-Blanche et par son prestige, l'ancien président, qui n'occupe aujourd'hui aucune fonction officielle, a permis d'opérer un discret rapprochement sans que nul ne perde la face. Et puis toujours aux États-Unis, 3 femmes ont été tuées hier soir dans une salle de sport près de Pittsburgh en Pennsylvanie, c'est dans le nord-est du pays. Un homme armé a fait irruption pendant un cours de danse avant d'ouvrir le feu. Dans son blog sur internet, il avait prévenu de son geste en confessant sa frustration à l'endroit des femmes. Le tueur s'est ensuite tiré une balle dans la tête. On revient en France avec une loi dont on a beaucoup parlé et qui n'est, semble-t-il, pas vraiment respectée. En théorie, depuis le 21 juillet dernier, au nom de la lutte contre l'alcool au volant, les stations-service n'ont plus le droit de vendre des boissons alcoolisées à partir de 18 h et jusqu'au lendemain, 8 h. Qu'en est-il sur le terrain? C'est ce que nous avons voulu vérifier et le résultat, vous allez le voir, est édifiant. Pierre Monégier, Vincent Bouffartigue. Elle faisait souvent office d'épicerie et même de caviste. Mais depuis 15 jours, les stations-service ont interdiction de vendre de l'alcool après 18 h. Une nouvelle loi qui est loin d'être appliquée selon nos confrères d'AutoPlus, comme nous avons pu le constater en caméra cachée. Première infraction, de la bière réfrigérée, ce qui est désormais totalement interdit. Vin rouge, alcool fort, interdit également car il est plus de 18 h. Mais cela ne gêne pas le gérant. Je vais prendre 2 bouteilles de champagne comme celui-là. D'accord. Vous avez du whisky aussi? Ouais. Selon lui, la loi n'est pas encore en vigueur. Je sais qu'on en a parlé un moment, mais bon, je ne crois pas que ce soit un peu actuel. En réalité, depuis le 21 juillet, les stations ont interdiction de vendre des boissons alcoolisées réfrigérées et des boissons alcoolisées quelles qu'elles soient après 18 h. Ici, tous les employés le savent. Ils vont pourtant nous vendre un pack de bière fraîche, elle est fraîche, et après 18 h. De toute façon, c'est une connerie cette loi. Si tu as envie de picoler, tu achètes tes bières au supermarché et puis ça ferme à 22 h. Ouais. Tu peux acheter ton caddie de bière avec de l'alcool et puis te mettre la tête à l'envers pareil. Pour le gouvernement, l'application de la loi n'est qu'une question de semaines, le temps que les préfectures préviennent toutes les stations.
Mais selon ce médecin expert en sécurité routière, c'est la loi qui est mal faite. Les bonnes lois sont simples. Cette loi n'est pas simple et elle sera inapplicable. L'an dernier, 4275 personnes ont été tuées sur les routes. Un décès sur 3 était lié à l'alcool. Il est 20h19, à suivre l'incroyable histoire d'un accouchement sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. Le bébé se porte bien. Nous parlerons aussi du boom des divorces par consentement mutuel. Apparemment, les ruptures sont moins conflictuelles qu'avant, surtout pour les jeunes mariés. Et puis nous ferons le point sur l'incroyable progrès des batteries. Depuis 11 h ce matin, un vélo robot fait son 24 heures du Mans avec 2 simples petites piles. Mais d'abord, on va parler d'un marché sur lequel les assureurs communiquent très peu. Il s'agit du marché des stars. Assurer une jambe de coureur ou une voix de chanteur peut coûter un bras, si j'ose dire. L'hospitalisation prolongée de Johnny, à la demande de ses assureurs, est venue rappeler que dans show business, il y a aussi business. Aurélia Bro, Alain Dubas. La star n'a pas eu le choix. Rentré là pour une chute il y a une semaine, Johnny Hallyday y reste pour du repos et des examens complémentaires. Officiellement, à la demande des assureurs de sa prochaine tournée. L'accident de Jackson a vraiment coûté très cher d'abord aux assureurs et donc les a alertés sur ce genre de contrat. Et comme les analyses de Johnny dataient de 2008 avant son film, au moment de renouveler l'assurance de septembre à février, évidemment, ils ont demandé des examens très approfondis. Johnny Hallyday reprend sa tournée en septembre, ses 50 derniers concerts. Le tout assuré à hauteur de 20 millions d'euros, nous a confié l'assureur principal. C'est peu, comparé à la tournée qui vient de s'achever. Là, il n'était pas question de 20 millions d'euros, mais de beaucoup plus, explique-t-on discrètement, côté assureur. La mort de Michael Jackson, mais aussi l'accident survenu à la veille du concert de Madonna à Marseille, une annulation estimée à 2,5 millions d'euros. Les assureurs ont peur, multiplient les garanties. Johnny Hallyday doit suivre certaines règles. Fini par exemple les sports dangereux. L'assureur, il est roi. On vient chez lui, on frappe à sa porte, bonjour monsieur, voilà. Je projette un spectacle qui va coûter 5 millions d'euros. Donc il peut arriver n'importe quel accident. Je vous demande de couvrir cet accident. Le principe, c'est que les assureurs n'assurent pas ce qui est prévisible. Par exemple, la grippe A. Si Johnny Hallyday l'attrape, il n'est pas assuré. Même chose si les concerts sont annulés en cas de pandémie, c'est écrit dans le contrat, les assurances ne fonctionneront pas. C'est ce qui s'appelle démarrer dans la vie sur les chapeaux de roue. Maëva est née hier sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A29 dans l'Aisne. Ses parents revenaient de vacances lorsque sa mère a eu ses premières contractions. Pris au dépourvu, c'est le frère de sa dernière qui se trouvait à bord du véhicule qui l'a finalement aidé à accoucher. Marianne Mas, Dominique Mas. Plus tard, elle pourra dire que sa naissance a été un moment inoubliable et elle n'aura pas tort. Maëva, 2,8 kg et 47 cm, venue au Mans hier matin, au bord de l'autoroute. Et finalement, ça a été très vite. Oui. Ah oui, de pousser à l'arrivée. Donc ça va. La tête après le corps. Donc ça a été impeccable. Son premier cri, elle l'a poussé sur la banquette de la voiture, presque en même temps que papa. Non, pas ça. Je me disais ça. Pas tout de suite. Et après, je tapais sur la borne. Ma femme accouche, ma femme accouche. Le couple était rentré précipitamment de vacances pour cause de contractions, mais en chemin, Aline sent qu'elle ne pourra pas tenir jusqu'à l'hôpital. Il faut arrêter la voiture. Quelques minutes plus tard, des agents de l'autoroute sont sur place pour sécuriser l'endroit. La suite de l'histoire, ils ne se lasseront pas de la raconter. Le papa revenait me voir, me disait « Maman a perdu les os ». Je lui dis « Vous inquiétez pas, les secours sont prévenus ». Papa il vient me revoir, il me dit « On voit la tête, on voit la tête ». Bon, je lui dis « Calmez-vous ». Je lui dis « Ça va aller, ça va bien se passer ». Puis à 7 h, ce bébé est arrivé au monde sur la 29. Finalement, grâce aux pompiers, l'histoire se termine là où elle aurait dû commencer, à la maternité, avec le sentiment d'avoir vécu un moment fort en émotion. C'est pour elle qu'on a le plus peur. Mais bon, tout s'est bien passé, c'est le principal. Maëva, à peine 2 jours de vie, est déjà vedette d'une histoire extraordinaire. Les jeunes mariés s'entendent beaucoup mieux que leurs aînés pour divorcer. C'est ce que révèle une étude du ministère de la Justice. Alors les explications sont multiples. Les jeunes sont peut-être plus intelligents dans la rupture. Peut-être aussi ont-ils moins de biens à partager, ce qui facilite les choses. Ce qui est sûr, en général, c'est que le divorce par consentement mutuel a le vent en poupe. Laetitia Legendre, Amira Swilem, Marie Cazot. Voilà, nouvelle vie, nouveau rangement, nouvelle maison, Un nouveau départ.
Pour Romuald de Devaly, pas question de se déchirer au moment de divorcer. Il a attendu longtemps avant de se séparer à l'amiable de sa femme en hiver dernier, avec la volonté de préserver les siens. Je voulais pas qu'il y ait un clash, je voulais pas, voilà, papa il s'en va et point, on ferme la porte, on divorce avec maman, on s'engueule, pardonnez-moi, au téléphone. Non, moi je voulais pas ça, moi je voulais justement que mes enfants comprennent. Bonjour monsieur Méni, vous allez bien? Bonjour. Depuis la réforme de 2004, les divorces par consentement mutuel représentent plus de la moitié des procédures. Une séparation 3 fois plus rapide, plus simple aussi, plus qu'une seule audience devant le juge pour divorcer, au lieu de 2 auparavant. Voilà pourquoi ces formules ont de plus en plus de succès. On est d'accord sur tous les points par rapport à la garde de notre fils, par rapport au financement, aux finances, etc. On a préféré prendre cette procédure-là qui est beaucoup plus rapide et simple. Certes, il y a plus de divorces qu'il y a 15 ans, mais pour autant, cette décision pour les couples est toujours lourde à prendre. Ils sont extrêmement émus au stade lorsque l'on est devant le juge, au stade de l'audience ou lorsque l'on sort du cabinet du magistrat et que le divorce est prononcé. Donc il n'y a absolument pas de banalisation du divorce. Une fois la requête déposée, ces procédures par consentement mutuel sont réglées en 7 mois dans 90% des cas. Imaginez 2 petites piles bâtonnées comme celles que l'on met dans les appareils photo ou les télécommandes, 2 petites piles qui permettraient à un vélo robot de rouler 24 heures sans s'arrêter. La démonstration est en cours depuis ce matin, 11 heures sur le circuit du Mans, et elle en dit long sur les progrès faits ces dernières années pour la miniaturisation des sources d'énergie. Inépuisable batterie, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil, Marina Dété. C'est l'histoire d'un robot miniature qui défie les géants des 24 heures du Mans. Monsieur Evoya, 20 cm de haut, pédale depuis ce matin à un rythme d'escargot, un peu plus d'1 km/h. La vedette sur roue compte bien tenir 24 heures uniquement avec 2 petites piles d'1,5 volt. C'est très stimulant. Bien sûr, pour tout ce qui touche la robotique, mais aussi pour les économies d'énergie, pour l'écologie. Objectif, établir un record du monde d'endurance électrique sous étroite surveillance. Nous avons mis des marques discrètes sur les piles qu'on va checker quand la tentative c'est fini. C'est-à-dire, c'est quoi ces marques discrètes? Ah, je n'ai pas le droit de vous dire, puisque s'ils entendent, ils pourront les faire sur des autres piles. Les piles du robot sont déjà commercialisées en France. Sur un poste radio classique, elles durent 2 heures de plus que les anciens modèles. Globalement, toutes marques confondues, les progrès ont été très importants en 30 ans. L'autonomie et la durée de vie des piles a été multipliée par 2. En mai dernier, dans le Grand Canyon des États-Unis, les 2 mêmes piles avaient permis à Evoya de gravir 530 mètres d'affilée. Des piles qui durent toujours plus longtemps, une obsession pour les constructeurs. Ils en ont fait un argument publicitaire massu qui risque à terme de s'essouffler. Clairement, on s'approche d'une limite technologique. C'est peut-être un petit peu comme en sport. Il y a des moments où on avance vers la limite. Est-ce qu'on va l'atteindre? Est-ce qu'on va la dépasser? Peut-être par des sauts technologiques. Le saut technologique, ce serait la pile lithium ou la pile à combustible à base d'hydrogène. Trop cher pour l'instant. Il existe bien des piles à la vie éternelle, mais elles n'existent que dans les publicités. Les vignes du Gers ont remplacé les champs de tabac, mais lorsqu'il s'agit de bonne terre, le Buena Vista Social Club n'est jamais déraciné. Le groupe cubain s'est invité cet été au festival de jazz de Marciac. Depuis des années, son succès ne se dément pas. Les visages passent, mais le nom reste, le son aussi, et son parfum de bons cigares. Reportage Yacine Benjanet, David Bress. Ici, ils se sentent comme chez eux. 700 000 albums vendus. Les papis cubains ont conquis le cœur des Français. Le même son, celui de la Havane des années 50. Mais certains visages ont changé. Ibrahim Ferrer, Compay Segundo et 3 autres vétérans reposent aujourd'hui au paradis des salseros.
Ceux qui ont disparu nous accompagnent sur scène. Ils nous envoient de la lumière et ils nous aident. L'important pour nous, c'est de transmettre cette musique. Ces jeunes nous donnent une nouvelle énergie, une nouvelle jeunesse. Omara Porfuendo, 79 ans dont 60 sur scène. La musique comme élixir de jouvence. Pour des vieux musiciens longtemps tombés dans l'oubli, devenus des stars au crépuscule de leur vie, mais que cette jeune génération a toujours admiré. Nous habitons tous les trois dans le même quartier. J'écoute leur musique depuis que je suis tout petit. Et ce n'est pas facile de remplacer un maître. C'est une chaleur, quoi. Humaine, musicale, mélodieuse, et bon voilà, je retrouve un peu mes terres. C'est le côté cubain, l'allégresse, l'allegria, non, la salsa, et on a envie de danser, on a envie de faire la fête. Et la fête continue cet été à Paimpol et à Orange. Le Buena Vista Social Club n'a aucune intention de baisser le rideau. La France perd un de ses atouts maîtres pour les championnats du monde d'athlétisme qui débuteront dans 10 jours à Berlin. Ladji Doucouré a déclaré forfait. Le champion du monde 2005 du 110 mètres haies et du 4 x 100 mètres souffre des adducteurs. Il s'est apparemment blessé pendant une séance de musculation. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La BNP reconnaît avoir prévu une enveloppe d'1 milliard d'euros pour récompenser ses traders à la fin de l'année, mais affirme avoir agi selon les engagements pris lors du sommet du G20. Les associations de petits porteurs se disent offusquées et Martine Aubry dénonce ce soir le retour des mauvaises habitudes. Selon elle, l'État aurait dû entrer au capital des banques lorsqu'il les a aidés financièrement, ce qui lui aurait permis de contrôler la pratique des bonus. Ce système, je vous le rappelle, avait été mis en cause dans l'effondrement de la finance mondiale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young à 20h35. Ne manquez pas votre téléfilm Petit meurtre en famille. Demain à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie Le Saint. Et puis pour ma part, je vous dis à 20h. Excellente soirée sur France 2 et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.